Il n'aura fallu que 7 petites minutes. 7 minutes suffocantes, explosives pour allumer la mèche de la plus sérieuse crise entre l'Europe et les États-Unis depuis que Paris avait dit non à l'aventure irakienne en 2003. En un éclair, l'OTAN se retrouvait fracturée, incapable de s'entendre sur le sempiternel débat du fardeau budgétaire commun. Donald Trump, à peine avait-il terminé sa diatribe cinglante contre ces Européens. Il n'aura fallu que 7 petites minutes. 7 minutes suffocantes, explosives pour allumer la mèche de la plus sérieuse crise entre l'Europe et les États-Unis depuis que Paris avait dit non à l'aventure irakienne en 2003. En un éclair, l'OTAN se retrouvait fracturée, incapable de s'entendre sur le sempiternel débat du fardeau budgétaire commun. Donald Trump, à peine avait-il terminé sa diatribe cinglante contre ces Européens qu'il qualifiait de « passagers clandestins », trop content de laisser les Américains payer pour leur sécurité qu'il fixait déjà à Sébastien Lecornu, avec ce dédain narquois qu'il réservait à ceux qu'il jugeait mous ou insignifiants. Dans sa tête, il était l'orateur triomphant ayant publiquement crucifié l'ingratitude française devant toute l'Alliance réunie à Bruxelles. Mais alors, le Premier ministre français s'est levé et a dit quelque chose qui a paralysé toute la délégation américaine. Ce n'était pas un simple désaccord sur les budgets militaires. C'était le moment où un homme de 39 ans a montré au président américain que l'époque où Washington dictait ses conditions à l'Europe était révolue. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, il faut remonter 3 mois en arrière. Quand Donald Trump avait repris le pouvoir à la Maison-Blanche en janvier, son retour triomphal s'accompagnait d'une promesse de campagne explosive, faire payer les Européens pour leur défense ou retirer les troupes américaines du continent. Cette menace n'était pas nouvelle dans la rhétorique trumpiste, mais cette fois le président américain était déterminé à la mettre en œuvre. Dans le bureau ovale, restauré selon ses goûts dorés, Trump convoquait régulièrement son nouveau secrétaire à la Défense, le général Mike Waltz, ancien béret vert devenu stratège républicain, pour discuter de sa nouvelle doctrine atlantique. L'objectif était simple et brutal, transformer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en organisation payante où chaque pays devrait verser une cotisation proportionnelle au service de protection américain. Ces Européens vivent sous notre parapluie nucléaire depuis 75 ans sans payer leur part, tonna Trump lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. La France dépense 2,1% de son produit intérieur brut pour la défense. C'est ridicule, nous on en dépense trop, ils doivent passer à 5% minimum ou on dégage nos soldats. Cette obsession trumpiste pour les pourcentages de produit intérieur brut masquait une réalité beaucoup plus complexe que le président américain refusait obstinément d'admettre. Les États-Unis ne maintenaient pas 100 000 soldats en Europe par générosité altruiste envers de vieux alliés reconnaissants, mais par pur calcul d'intérêt stratégique national. Les bases américaines disséminées à travers le continent européen constituaient bien plus que de simples garnisons défensives. La base aérienne de Ramstein en Allemagne, par exemple, servait de centre logistique central pour absolument toutes les opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Afrique. Sans cette plateforme stratégiquement positionnée, l'armée américaine devrait déployer ses forces directement depuis les États-Unis, multipliant les coûts de transport par 4 et réduisant drastiquement les capacités de réaction rapide. Le Pentagone estimait que Ramstein permettait à elle seule d'économiser 23 milliards de dollars par an en coûts de projection militaire. Les installations de renseignement américaines en Europe constituaient un autre avantage stratégique majeur, systématiquement omis dans la comptabilité trumpiste. Les stations d'écoute de l'Agence nationale de la sécurité en Allemagne et au Royaume-Uni captaient quotidiennement des millions de communications russes, chinoises et moyen-orientales. Les centres d'analyse de l'Agence centrale de renseignement à Francfort traitaient 78% des renseignements américains sur le terrorisme international. Ces capacités de surveillance auraient été impossibles à reproduire depuis le territoire américain. Plus lucratif encore pour Washington les contrats d'armement massifs que les pays européens passaient avec l'industrie de défense américaine. Sous la pression politique de maintenir l'interopérabilité avec les forces américaines, les pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord achetaient
prioritairement des équipements militaires américains chasseurs, F-35 missiles, Patriot, système de communication drone RIP. Entre 2015 et 2024, ces ventes d'armes américaines à l'Europe avaient généré 267 milliards de dollars de revenus pour Lockheed Martin, Boeing Raytheon et Northrop Grumman. Monsieur le Président avait tenté d'expliquer Lloyd Austin, ancien secrétaire à la Défense, consulté par l'équipe Walls. Notre présence en Europe n'est pas une charité, c'est un investissement stratégique qui rapporte énormément aux États-Unis en termes de projection de puissance de renseignement et de contrats industriels. Si l'on part d'Europe, on perd bien plus que l'on ne gagne. Mais Trump, imperméable aux analyses stratégiques nuancées qui ne correspondaient pas à sa vision binaire du monde, balayait ses arguments d'un revers de main. Dans son esprit transactionnel de homme d'affaires new-yorkais, toute relation internationale devait se traduire par un bilan comptable simple, soit l'Amérique gagnait de l'argent, soit elle se faisait arnaquer. La complexité des bénéfices stratégiques indirects ne l'intéressait pas. Fidèle à cette vision, il ne voyait l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qu'à travers le prisme comptable des contributions financières. Il avait chargé son équipe économique, dirigée par le nouveau secrétaire au Trésor Scott Bessent, de calculer précisément le coût de la protection américaine de l'Europe et d'établir une facture détaillée que Washington présenterait aux Européens lors du prochain sommet de l'Alliance. Le document confidentiel produit par le Trésor américain en avril 2025, baptisé Elite Defense Subsidy Assessment, chiffrait à 437 milliards de dollars le coût cumulé de la présence militaire américaine en Europe. Ce calcul pharaonique incluait non seulement les dépenses directes évidentes de stationnement des troupes, mais aussi une multitude de coûts indirects savamment agrégés pour gonfler la facture finale. La méthodologie employée par les économistes du Trésor était d'une créativité comptable remarquable. Ils incluaient les coûts de recherche et développement de tous les systèmes d'armes jamais déployés en Europe depuis 1940, même si ces technologies servaient également les intérêts américains ailleurs dans le monde. Ils comptabilisaient les salaires de tous les militaires américains ayant jamais servi en Europe, y compris leurs pensions de retraite futures. Ils ajoutaient même une estimation fantaisiste des opportunités économiques perdues par les États-Unis en maintenant des forces en Europe plutôt qu'en les déployant ailleurs. Plus audacieux encore, le rapport incluait une ligne budgétaire intitulée « Coût d'opportunité du capital investi », calculant les intérêts que les 437 milliards auraient pu générer s'ils avaient été investis dans l'économie américaine plutôt que gaspillés en Europe. Cette acrobatie comptable portait la dette européenne totale à 1 340 milliards de dollars selon les calculs du Trésor trumpiste. Monsieur le Président, avait déclaré Scott Bessent lors de la présentation officielle du rapport au cabinet, si l'on considère que l'Europe devrait rembourser rétroactivement sa juste part de ses coûts, avec intérêt composé la France, nous doit environ 100 milliards, l'Allemagne 312 milliards, l'Italie 924 milliards, l'Espagne 9 milliards. C'est une dette colossale que les Européens ont contractée envers le contribuable américain travailleur. Cette comptabilité totalement fantaisiste reposait sur une hypothèse fondamentalement malhonnête que les États-Unis ne tirent absolument aucun bénéfice stratégique, économique ou politique de leur présence en Europe. Elle ignorait délibérément que la domination américaine sur l'Alliance atlantique permettait à Washington de façonner l'ordre international selon ses intérêts de contrôler les choix stratégiques européens et de maintenir son statut de superpuissance mondiale incontesté. Mais dans l'esprit simpliste de Trump, cette dette européenne fictive devenait un argument massu, absolument imparable pour exiger une augmentation drastique et immédiate des budgets de défense des pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il ne s'agissait plus d'une négociation entre alliés, mais d'une sommation du créancier au débiteur. La cible prioritaire de cette offensive américaine était sans surprise la France, pays symbole historique de l'indépendance européenne vis-à-vis de Washington depuis les années de Gaulle. Depuis le général de Gaulle, justement, Paris cultivait avec une constance remarquable une posture d'autonomie stratégique qui irritait profondément et systématiquement toutes les administrations américaines, successives démocrates comme républicaines.
La France disposait de sa propre force de dissuasion nucléaire totalement indépendante avec 20 ogives nucléaires opérationnelles, avait spectaculairement quitté le commandement intégré de l'OTAN de 1966 à 2009 pour marquer son indépendance militaire, refusait régulièrement de s'aligner sur les positions américaines au Conseil de sécurité de l'ONU et plaidait inlassablement pour une Europe de la défense progressivement émancipée de la tutelle stratégique américaine. Cette tradition française d'indépendance militaire remontait au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle n'avait jamais pardonné aux Anglo-Américains de l'avoir tenu à l'écart des grandes décisions stratégiques de l'état-major allié, notamment du débarquement de Normandie, où la France était censée être libérée mais n'avait aucun mot à dire sur les opérations. Cette humiliation historique avait forgé la doctrine française d'autonomie stratégique. Plus jamais la France ne dépendrait d'une puissance étrangère, même alliée pour sa sécurité fondamentale. Les successeurs de Gaulle, de Pompidou à Macron, en passant par Mitterrand et Chirac, avaient tous maintenu cette ligne d'indépendance avec plus ou moins de fermeté selon les circonstances. Même quand Sarkozy avait réintégré le commandement intégré de l'OTAN, il l'avait fait en négociant des garanties d'autonomie décisionnelle pour les forces nucléaires françaises et en exigeant que des généraux français occupent des postes clés dans la structure militaire de l'Alliance. Pour Trump, cette arrogance française multiséculaire était proprement insupportable et constituait une offense personnelle. Ils veulent jouer les indépendants avec leurs petites bombes atomiques pathétiques, mais quand Poutine les menace sérieusement, ils viennent pleurer chez nous en demandant protection, avait-il déclaré lors d'un meeting électoral particulièrement enflammé à Tampa, en Floride. Il est temps qu'ils paient enfin le vrai prix de la sécurité que nous leur garantissons ou qu'ils se débrouillent tout seuls face aux Russes. On verra combien de temps ils tiendront. Cette hostilité personnelle viscérale de Trump envers la France s'était encore considérablement intensifiée depuis l'arrivée inattendue de Lecornu à Matignon en septembre. Le jeune Premier ministre français de 39 ans incarnait absolument tout ce que Trump détestait profondément dans l'élite politique européenne, un technocrate parfaitement formaté, polyglotte maîtrisant 5 langues, couramment défenseur dogmatique du multilatéralisme onusien et de la régulation internationale contraignante, admirateur affiché de l'Union européenne fédérale. Les rares échanges téléphoniques directs entre les deux hommes depuis janvier 2025 s'étaient tous terminés dans une tension diplomatique palpable et des accrochages verbaux à peine dissimulés. Trump reprochait systématiquement à Lecornu son élitisme parisien insupportable, sa naïveté face aux dictatures, son arrogance intellectuelle et surtout sa faiblesse militaire pathétique face à Poutine. Lecornu, de son côté, ne cachait pas son mépris à peine voilé pour ce qu'il considérait comme le populisme dangereux et l'ignorance stratégique de Trump. Lors d'un dîner privé à l'Élysée avec des ambassadeurs européens, le Premier ministre français avait confié « Trump est le symptôme de la décadence intellectuelle américaine. Il résonne comme un promoteur immobilier des années 1980 pas, comme un leader du monde libre du XXIe siècle. » Ces mots, bien sûr confidentiels en théorie, avaient filtré dans la presse américaine via des fuites diplomatiques, provoquant une fureur présidentielle mémorable. Trump avait tweeté rageusement à 6 heures du matin depuis Mar-a-Lago « Le pathétique Lecornu qui dirige un pays en faillite sociale ose critiquer l'Amérique qui le protège depuis 80 ans. Sans nous, la France parlerait allemand ou russe. Ingratitude totale. » Cette escalade verbale bilatérale entre les deux dirigeants avait créé un climat diplomatique franco-américain particulièrement délétère. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay et du département d'État multipliaient les efforts pour maintenir des canaux de communication fonctionnels. Mais la relation personnelle catastrophique entre Trump et Lecornu empoisonnait systématiquement toute tentative de dialogue constructif. C'est dans ce contexte délétère que s'ouvrait le sommet de l'OTAN de Bruxelles le 15 juillet 2025, officiellement consacré à la modernisation des capacités de défense collective. Officieusement, tout le monde savait que ce sommet serait l'occasion d'un ultimatum américain aux Européens sur les dépenses militaires. Donald Trump était arrivé à Bruxelles avec sa délégation habituelle de conseillers ultra-loyalistes, triés sur le volet déterminé à imposer brutalement sa vision transactionnelle de l'Alliance atlantique.
Son équipe avait préparé méticuleusement pendant des semaines une présentation PowerPoint spectaculaire de 47 diapositives détaillant exhaustivement la contribution disproportionnée scandaleuse américaine à la sécurité européenne et exigeant un rééquilibrage financier immédiat et non négociable. La délégation américaine comprenait les figures les plus dures de l'administration Trump. Le général Mike Waltz, secrétaire à la Défense et ancien béret vert, réputé pour sa rhétorique anti-européenne agressive, Marco Rubius, secrétaire d'État et faucon atlantiste convaincu, Kash Patel, directeur de l'Agence centrale de renseignement et loyaliste trumpiste absolu, et bien sûr Scott Bessent, secrétaire au Trésor et architecte principal de la théorie de la dette européenne. Ces Européens mollassons vont enfin comprendre que nous ne sommes pas leur armée gratuite de mercenaires, avait déclaré Trump à ses conseillers rassemblés dans sa suite présidentielle du Staagenberget Grand Hôtel de Bruxelles la veille du sommet. Soit ils passent immédiatement à 5% de leur produit intérieur brut en dépenses militaires comme je l'exige, soit on commence à retirer progressivement nos troupes et nos garanties nucléaires. Point final. Pas de négociation possible. Cette stratégie trumpiste d'ultimatum brutal et public reposait sur un calcul politique apparemment rationnel, mais fondamentalement erroné. Les Européens étaient présumés trop divisés politiquement, trop faibles, militairement et trop terrorisés par la menace russe pour oser résister collectivement à la pression américaine. Ils finiraient inévitablement par céder et accepter les conditions de Washington exactement comme ils l'avaient toujours fait docilement depuis 1945. Selon la vision trumpiste simpliste de l'histoire, Trump était personnellement convaincu que sa rhétorique brutale habituelle combinée à la menace crédible de retrait militaire américain suffirait automatiquement à faire plier les dirigeants européens paralysés par leur dépendance structurelle envers le parapluie sécuritaire américain. Il ne concevait même pas la possibilité d'une résistance européenne organisée. Le matin du sommet, l'équipe américaine avait organisé un breakfast briefing avec des journalistes triés sur le volet pour préparer le terrain médiatique. Le président va dire aux Européens leurs 4 vérités aujourd'hui, avait annoncé le porte-parole de la Maison-Blanche. L'ère du free-riding européen est terminée. Soit ils pètent leur juste part, soit l'Amérique reconsidère fondamentalement son engagement atlantique. Cette campagne de communication agressive visait à créer une pression médiatique maximale sur les dirigeants européens avant même le début des discussions officielles. Fox News et Breitbart publiaient des éditoriaux cinglants exigeant que l'Europe paie enfin sa dette envers l'Amérique. L'opinion publique américaine largement isolationniste depuis l'échec afghan soutenait massivement la ligne dure de Trump selon les sondages. Mais Trump ne soupçonnait pas que l'écornu avait préparé cette confrontation avec une rigueur toute française compilant des décennies de données historiques, d'analyse stratégique et de calcul économique pour démontrer méthodiquement l'hypocrisie américaine et l'absurdité de la comptabilité trumpiste. Car derrière la façade diplomatique, Matignon avait lancé depuis 6 semaines une opération de contre-intelligence stratégique baptisée Vérité Atlantique. Cette cellule ultra-confidentielle dirigée par le général Pierre Schill, chef d'état-major particulier du président, regroupait les meilleurs analystes français en affaires militaires, stratégie atlantique et histoire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Leur mission officieuse mais prioritaire déconstruire méthodiquement point par point la propagande trumpiste sur les Européens profiteurs et préparer une riposte factuelle imparable. Le dossier progressivement constitué par l'équipe française déployée à Matignon était d'une précision intellectuelle dévastatrice pour la rhétorique américaine. Il révélait systématiquement que la comptabilité trumpiste omettait volontairement et méthodiquement tous les bénéfices stratégiques, économiques, diplomatiques et politiques massifs que Washington tirait concrètement de sa présence militaire continue en Europe. Depuis les bases américaines permanentes en Allemagne particulièrement, le complexe géant de Ramstein servait quotidiennement de plateforme logistique absolument indispensable pour toutes les opérations militaires américaines déployées au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Sans ces infrastructures européennes stratégiquement positionnées, l'armée américaine devrait projeter ses forces directement depuis la côte est américaine, multipliant les coûts de transport aérien et maritime
par un facteur de 4 et réduisant drastiquement les capacités de réaction rapide qui constituent l'avantage militaire principal des États-Unis. Le Pentagone lui-même, dans ses documents de planification stratégique classifiés que les services français avaient réussi à obtenir discrètement, estimait que les bases européennes permettaient d'économiser annuellement 34 milliards de dollars en coûts de projection militaire évités. Sur 75 ans, cela représentait 550 milliards de dollars d'économies directes pour le budget américain de la défense. Les systèmes de renseignement américains massivement déployés en Europe constituaient un autre avantage stratégique colossal, systématiquement omis dans la comptabilité trumpiste simpliste. Les gigantesques stations d'écoute électronique de l'Agence nationale de la sécurité implantées en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie captaient quotidiennement des dizaines de millions de communications téléphoniques et Internet russes, chinoises, iraniennes et moyen-orientales. Les centres d'analyse ultra sophistiqués de l'Agence centrale de renseignement installée à Francfort, Munich et Londres traitaient informatiquement 78% du renseignement américain global sur le terrorisme international, le narcotrafic et la prolifération nucléaire. Ces capacités massives de surveillance et d'interception auraient été techniquement impossibles à reproduire efficacement depuis le territoire américain à cause des distances satellites et des limitations physiques de transmission des signaux électromagnétiques. L'Europe offrait simplement une position géographique idéale pour espionner tout l'hémisphère oriental de la planète. Monsieur le Premier ministre avait expliqué avec satisfaction le général Chill lors du briefing stratégique final à Matignon. Les Américains nous présentent une facture unilatérale de 1 237 milliards de dollars sur 75 ans de présence militaire en Europe. Mais nos calculs rigoureux démontrent mathématiquement qu'ils ont en réalité gagné plus de 1 400 milliards de dollars en bénéfices stratégiques directs, avantages commerciaux, profits industriels et économies opérationnelles grâce à leur implantation européenne. Selon toute logique comptable nette, ce sont eux qui nous doivent massivement de l'argent. Absolument pas l'inverse comme Trump ose le prétendre. Plus accablant encore pour Washington, l'analyse française ultra détaillée révélait que les guerres américaines catastrophiques en Irak et en Afghanistan avaient coûté aux pays européens de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord plus de 340 milliards d'euros en contributions militaires directes et indirectes entre 2001 et 2021. Cette somme astronomique incluait non seulement les coûts évidents de déploiement des troupes européennes sur ces théâtres d'opérations lointains, mais aussi une multitude de dépenses cachées que les gouvernements européens n'avaient jamais osé comptabiliser publiquement. Les pays membres de l'Alliance Atlantique avaient collectivement fourni 140 000 soldats pour ces opérations lancées unilatéralement par les États-Unis, sans consultation réelle des alliés, perdant tragiquement une vingtaine de militaires tués au combat et plus de 8 400 blessés graves dans des guerres qui ne servaient en rien les intérêts sécuritaires européens, mais uniquement l'agenda impérialiste américain au Moyen-Orient. La France, seule, avait dépensé 47 milliards d'euros pour sa participation à ces conflits, 12 000 soldats déployés en Afghanistan pendant 13 ans, 8 interventions militaires françaises, 700 blessés. Sans compter les coûts psychologiques des milliers de vétérans traumatisés par ces guerres absurdes. L'Allemagne avait déboursé 51 milliards d'euros, le Royaume-Uni 71,8 milliards, l'Italie 23 milliards, l'Espagne 18 milliards. Et pour quel résultat concret l'Irak était devenu un État failli contrôlé par des milices pro-iraniennes? Exactement l'inverse des objectifs américains proclamés. L'Afghanistan était retombé sous contrôle taliban en août 2021 après un retrait chaotique et humiliant décidé unilatéralement par Washington, sans même consulter les alliés européens qui avaient sacrifié sang et argent pendant 2 décennies. Monsieur le Premier ministre avait martelé avec indignation le colonel François Lecointre, ancien chef d'état-major des armées, consulté pour l'analyse historique. Nous avons dépensé des fortunes et sacrifié nos soldats pour des aventures militaires américaines basées sur des mensonges délibérés. Les armes de destruction massive irakiennes n'ont jamais existé. Ben Laden était au Pakistan, pas en Afghanistan.
Ces guerres ont été des catastrophes absolues dont les Européens ont payé le prix sans en tirer aucun bénéfice. L'équipe Lecornu avait également exhumé des documents déclassifiés prouvant que l'administration Bush avait exercé des pressions diplomatiques massives et des chantages commerciaux sur les pays européens réticents pour les forcer à participer à l'invasion de l'Irak. Les gouvernements européens n'avaient pas rejoint ces guerres par conviction stratégique, mais par peur de représailles économiques américaines et par soumission à l'hégémonie de Washington. Le 15 juillet 2025 à 15h30 précise, dans la salle du Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, au nouveau siège de l'Alliance Trump, prit la parole avec cette assurance agressive qui caractérisait ses interventions internationales. Vêtu de son costume bleu marine caractéristique avec sa longue cravate rouge, il incarnait parfaitement le America First qu'il défendait depuis toujours. « Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement », commença-t-il avec ce ton direct qui faisait sa marque, « je suis ici aujourd'hui pour dire une vérité que trop de mes prédécesseurs n'ont pas eu le courage de dire. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est un accord déséquilibré où l'Amérique paie et l'Europe profite. » Son discours était typiquement trumpiste, chiffres approximatifs, comparaisons douteuses, patriotisme économique et menaces à peine voilées. L'Amérique dépense 60 milliards de dollars par an pour sa défense, la France 64 milliards, l'Allemagne 63 milliards. Nous dépensons plus que les 30 autres pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord réunis. C'est inacceptable. Cette présentation des chiffres bruts omettait volontairement de mentionner que les États-Unis avaient une économie 7 fois plus grande que la France et 5 fois plus grande que l'Allemagne, rendant la comparaison en valeur absolue totalement trompeuse. Mais Trump poursuivit sans se soucier des nuances économiques. Nous avons 100 000 soldats américains stationnés en Europe pour protéger des pays qui peuvent se permettre de payer leur défense, mais qui préfèrent dépenser leur argent dans leurs programmes sociaux généreux, continua-t-il avec un mépris évident. C'est le contribuable américain qui subventionne l'État-providence européen, ça suffit. Cette rhétorique sur les Européens socialistes profiteurs était un classique du Trumpisme, ignorant totalement que les dépenses sociales européennes finançaient les systèmes de santé et d'éducation dont les États-Unis auraient bien besoin. Mais Trump ne s'arrêta pas là dans sa charge. L'accord était simple, les pays de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord devaient dépenser 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. Beaucoup ne respectent toujours pas cet engagement. Ce n'est pas suffisant. Nous exigeons maintenant 5% minimum, déclara-t-il en regardant directement la délégation française. La France dépense 2,1%. C'est ridicule. Ils doivent passer à 5% immédiatement ou nous retirerons progressivement nos forces du continent européen. Cette exigence de tripler les dépenses militaires européennes en quelques années était économiquement irréaliste et stratégiquement absurde. Mais Trump la présenta comme un ultimatum non négociable. Il termina par une menace qui glaça l'assistance. L'Amérique ne sera plus le garde du corps gratuit de l'Europe. Soit vous payez le vrai prix de votre sécurité, soit vous vous débrouillez seul face à Poutine. Le choix vous appartient, mais nous ne négocierons pas. Les applaudissements qui suivirent furent maigres et gênés principalement de la part de la délégation américaine. L'Assemblée de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord était choquée par la brutalité de l'ultimatum trumpiste. Tous les regards se tournèrent vers Lecornu quand il demanda calmement à prendre la parole. Le Premier ministre français se leva avec cette dignité républicaine qui caractérisait la tradition diplomatique française, s'approcha du pupitre sans précipitation et fixa Trump droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient choquer Washington et diviser l'Alliance Atlantique. « Monsieur le Président Trump », commença-t-il d'une voix posée mais tranchante, « je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenu le discours américain, un mélange toxique d'arrogance et de comptabilité falsifiée. » L'attaque était immédiate et frontale. Trump, visiblement surpris par cette agressivité française inhabituelle, fronça les sourcils. « Vous parlez de contributions déséquilibrées », continua Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. « Permettez-moi de vous rappeler quelques faits que vous préférez manifestement ignorer. En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak sur la base de mensonges sur les armes de destruction massive.
Coût de cette guerre pour les Européens, 7 milliards d'euros et 767 soldats morts. Pour défendre quels intérêts américains M. Trump? Ces statistiques sur la guerre d'Irak firent l'effet d'une bombe. L'Assemblée découvrait un angle de la relation transatlantique soigneusement occulté par la propagande américaine. Afghanistan de 2001 à 2021, poursuivit l'écornu méthodiquement. Les États-Unis invoquent l'article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord après le 11 septembre. Résultat, en temps de guerre, 140 000 soldats européens déployés, 13 milliards d'euros dépensés par les Européens, pour finir par une débâcle totale et un retrait chaotique décidé unilatéralement par Washington. Chaque révélation était un coup porté à la rhétorique trumpiste. Trump tenta d'intervenir. « Monsieur le Premier ministre, c'était… » Mais l'écornu l'interrompit sèchement. « Non, Monsieur Trump, c'est moi qui parle maintenant. Vous allez écouter. » Et il continua son démontage implacable. « Vous nous accusez de profiter de votre protection. Savez-vous combien les bases américaines en Europe rapportent à votre économie? 34 milliards de dollars par an en contrats locaux, en salaires dépensés en avantages stratégiques. Rammstein en Allemagne est votre plateforme de projection vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Sans elle, vos opérations coûteraient 40% plus cher. » Cette révélation sur les bénéfices économiques américains de leur présence en Europe touchait au cœur de l'argument trumpiste. Dans l'assistance, plusieurs délégués échangeaient des regards surpris. « Mais parlons surtout de votre comptabilité mensongère, » continua l'écornu avec une colère contenue. « Vous dites que l'Amérique paie 187 milliards depuis. Vos économistes oublient de mentionner que l'industrie américaine de l'armement a vendu pour 340 milliards de dollars d'armes aux Européens pendant la même période. Qui profite de qui, M. Trump? Cette contrefacturation française était dévastatrice. Elle démontrait que, loin de subventionner l'Europe, les États-Unis tirent d'énormes profits de leurs relations avec l'Alliance. Et puisque vous évoquez les pourcentages de produits intérieurs bruts, poursuivit l'écornu, permettez-moi de vous rappeler une réalité économique élémentaire. La France consacre 64 milliards à sa défense avec un produit intérieur brut de 3 000 milliards. Les États-Unis 167 milliards avec un produit intérieur brut de 22 000 milliards. En proportion de notre richesse, nous faisons autant d'efforts que vous. Cette remise en perspective des chiffres absolus que Trump aimait manipuler était particulièrement efficace. L'écornu démontrait que la comparaison brute était intellectuellement malhonnête. Trump, rouge de colère, tenta une contre-attaque. La France a sa petite force nucléaire, mais… Justement, parlons-en, le coupa l'écornu. Notre dissuasion nucléaire indépendante protège toute l'Europe, pas seulement la France. Elle coûte 6 milliards par an. Nous ne vous avons jamais demandé de participation. C'est ça la vraie solidarité atlantique. Le silence qui suivit cette mention de la force de frappe française était révélateur. L'écornu venait de rappeler que, contrairement à ce que prétendait Trump, l'Europe n'était pas totalement dépendante du parapluie nucléaire américain. Mais l'écornu réservait le plus dur pour la fin. « Monsieur Trump, vous exigez que nous passions à 5% de notre produit intérieur brut en dépenses militaires? Très bien. Mais alors les États-Unis doivent rembourser les 340 milliards d'euros que nous avons dépensés pour vos guerres en Irak et en Afghanistan. Des guerres qui ne servaient pas la sécurité européenne, mais l'impérialisme américain. L'OTAN n'est pas une entreprise de protection où l'Amérique serait le patron et l'Europe les clients. C'est une alliance entre égaux. Si vous voulez la transformer en raquette, alors nous créerons notre propre système de défense européen. L'époque où Washington dictait ses conditions à l'Europe est révolue. » L'explosion qui suivit fut immédiate. Trump quitta momentanément la salle furieux, suivi par une partie de sa délégation. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction générale. Pour la première fois dans l'histoire de l'OTAN, un dirigeant européen avait publiquement accusé les États-Unis de manipulation comptable et de chantage stratégique. L'onde de choc fut planétaire et immédiate. Aux États-Unis, la réaction fut explosive et polarisée selon les lignes politiques habituelles. Fox News titrait avec indignation « La France insulte honteusement l'Amérique ». Tucker Carlson dénonçait l'ingratitude pathologique des Européens,
tandis que CNN analysait sobrement la plus grave crise atlantique depuis l'Irak. Le New York Times questionnait avec inquiétude la fin de l'OTAN telle que nous la connaissons. Le Congrès américain, dans un rare moment d'unité bipartisane, adopta en urgence à 357 voix contre 76 une résolution solennelle condamnant fermement les propos anti-américains profondément inacceptables et historiquement injustes prononcés par le Premier ministre français. Les sénateurs républicains les plus belliqueux menés par Tom Cotton et Lindsey Graham réclamaient bruyamment des sanctions économiques immédiates contre Paris et l'annulation de tous les contrats militaires franco-américains en cours. Les sénateurs républicains les plus belliqueux menés par Tom Cotton et Lindsey Graham réclamaient bruyamment des sanctions économiques immédiates contre Paris et l'annulation de tous les contrats militaires franco-américains en cours. L'establishment de politique étrangère américain traditionnellement atlantiste et pro-européen était profondément divisé. Les néoconservateurs de Weekly Standard soutenaient Trump et exigeaient que l'Europe paie ou parte. Mais les réalistes pragmatiques du Council on Foreign Relations mettaient en garde contre une rupture atlantique qui ne profiterait qu'à la Chine et à la Russie. Le Cornu a techniquement raison sur plusieurs points factuels, admis Richard Haass, ancien président du Council on Foreign Relations. Notre comptabilité sur l'OTAN a toujours été politiquement biaisée. Dans les cercles académiques américains spécialisés en relations internationales, le discours de Le Cornu déclenchait des débats passionnés. À Harvard, le professeur Stephen Walt saluait le courage de dire enfin publiquement ce que beaucoup d'analystes pensent depuis des années sur l'hypocrisie de notre rhétorique atlantique. À Georgetown, l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates reconnaissait que les Européens ont effectivement payé un prix énorme pour nos aventures au Moyen-Orient sans en tirer aucun bénéfice stratégique. Mais en Europe, l'effet fut inverse spectaculaire et quasiment unanime. De Berlin à Rome, de Madrid à Varsovie, de Stockholm à Athènes, les opinions publiques européennes saluèrent massivement et avec enthousiasme le courage historique français et la riposte salutaire à l'arrogance américaine. Les réseaux sociaux européens explosaient de messages de soutien à Le Cornu. Le mot dièse « Kasher stand with Le Cornu » fut en tendance pendant 48 heures consécutives dans 23 pays européens. Pour la première fois depuis des décennies d'atlantisme docile et de soumission aux diktats de Washington, quelqu'un avait enfin osé publiquement tenir tête à l'hyperpuissance américaine sur son propre terrain rhétorique. Les sondages réalisés dans les jours suivants montraient que 78% des Européens approuvaient les propos de Le Cornu et 66% estimaient que l'Europe devait affirmer son indépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Les dirigeants européens, même ceux traditionnellement les plus atlantistes et pro-américains, ne pouvaient ignorer ce tsunami d'opinion publique. Le chancelier allemand Olaf Scholz, habituellement très prudent sur les sujets transatlantiques, déclara que « Monsieur Le Cornu a soulevé des questions légitimes sur l'équilibre des contributions au sein de l'Alliance ». La première ministre italienne Giorgia Meloni, pourtant proche idéologiquement de Trump, admit que certains arguments français méritent une discussion approfondie et honnête. Même en Pologne et dans les pays baltes, traditionnellement les plus pro-américains par peur existentielle de la Russie, l'opinion était nuancée. Nous avons besoin de la protection américaine contre Moscou, reconnaissait le président polonais. Mais cela ne signifie pas que nous devons accepter d'être traités comme des vassaux corvéables à merci par Washington. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques étaient majeures. Les relations franco-américaines s'étaient considérablement refroidies. Mais paradoxalement, cela avait accéléré l'émergence d'une vraie Europe de la défense. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne lançaient un programme commun d'armement de 240 milliards d'euros réduisant leur dépendance aux technologies américaines. Plus important encore, l'affaire avait révélé au monde que l'Alliance atlantique ne pouvait plus fonctionner sur le mode de la subordination européenne à Washington. Une nouvelle relation plus équilibrée et plus mature devait émerger. L'effet Le Cornu a libéré l'Europe de sa dépendance psychologique envers l'Amérique, analysa Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères.
Nous avons compris que nous pouvions être des alliés des États-Unis sans être leurs vassaux. Quant à Lecornu lui-même, il était devenu un héros pour les Européens lassés de l'arrogance américaine. Son discours du 15 juillet 2025